Du sud-ouest à la Bretagne, du littoral à la montagne, des villes aux villages, ce texte porte un objectif commun, encadrer les meublés de tourisme et favoriser le logement permanent. Bonjour à tous et bienvenue sur LCP pour ce nouveau numéro des grands débats. Aujourd'hui, de nombreux Français rencontrent des difficultés pour se loger, notamment dans les zones touristiques. En cause, la multiplication des logements de tourisme qui concurrencent le logement permanent. En 2016, on comptait 300 000 locations de courte durée. En 2021, il y en a 500 000. L'essor des plateformes type Airbnb a amplifié le phénomène. À Bayonne, au Pays Basque, il est de plus en plus difficile de se loger à l'année. Là, entre 2015 et 2020, il y a plusieurs dizaines de logements, rien que dans cette rue, qui sont devenus des Airbnb, donc permanents. Ce troisième étage-là, il y avait un couple de jeunes travailleurs qui payaient un loyer de 500 € comme ça. La propriétaire les a fait dégager et a transformé ça en Airbnb qui se louait du coup autour de 100 € la nuit. On en est à cette situation-là parce qu'on n'a jamais rien réglementé sur la question. Effectivement, il y a New York qui a pris des mesures, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, et la France, on est un petit peu bon dernier dans la réglementation des Airbnb. On voit même aujourd'hui des territoires qui l'interdisent, et je pense, on est plusieurs à le penser, qu'avant d'interdire Airbnb, il y a des mesures de réglementation à apporter. Le député socialiste Iñaki Echaniz souhaite réglementer les logements touristiques de type Airbnb. Avec sa collègue de la majorité, Annaïg Lemer, ils ont déposé une proposition de loi transpartisane qui a été débattue dans l'hémicycle en décembre 2023. Le logement est devenu aujourd'hui, dans bien des cas, un outil d'optimisation fiscale et de rendement permettant une exonération exagérée de l'impôt. Dans les zones les plus tendues, de nombreux travailleurs ne peuvent plus vivre sur leur lieu de travail. Et des entreprises déménagent par manque de logement pour leurs salariés. Des soignants, des employés territoriaux sont contraints de dormir dans leur voiture ou au camping durant l'été, tandis que l'appartement qu'ils louaient se retrouve au même moment sur un site de location de vacances. Des locataires, en règle, sont exclus de leur logement pour que ces derniers soient transformés en meublés de tourisme. Des familles ne sont plus en capacité de vivre dans le lieu où ils ont grandi, car la spéculation immobilière a fait exploser les prix et transforme nos villes et villages en résidences de vacances. Dans des villes universitaires, le manque de logements pour les étudiants est inversement proportionnel à l'augmentation du nombre de meublés de tourisme et 12% de jeunes abandonnent leurs études sans solution de location. Les appels à l'aide des élus locaux se multiplient face au nombre croissant de sollicitations qu'ils reçoivent concernant l'accès au logement. Or, force est de constater que l'État encourage ce déséquilibre délétère et ainsi la crise du logement par des avantages fiscaux injustifiés et une absence de réglementation efficace. Par le biais de cette proposition de loi transpartisane, nous avons tenté d'apporter une première réponse à ces problématiques. Si louer un meublé de tourisme permet un complément de revenu pour certains, il participe surtout à l'augmentation du prix des loyers, l'impossibilité d'acheter pour les ménages de classe moyenne, l'accroissement du mal-logement et la précarisation des plus fragiles. Cette proposition de loi n'a pas pour visée d'interdire les locations de type Airbnb ou de mettre en œuvre une réglementation drastique comme dans certains pays, pourtant très libéraux, comme vient de le faire récemment New York par exemple, mais bien de trouver l'équilibre entre activités touristiques saisonnières et vie du territoire le reste de l'année. C'est aussi un enjeu de justice qui justifie par exemple que nous soumettons à l'article 1 les locaux de tourisme aux mêmes obligations de performance énergétique que les logements. N'oublions pas que le caractère culturel exceptionnel de nos territoires qui en font leur attrait touristique est le fruit de plusieurs générations d'hommes et de femmes qui l'ont façonné et valorisé. Voir les habitants d'une commune s'en aller, c'est voir disparaître une partie de sa mémoire vivante et de son identité. Certes, les locations de courte durée ont permis de renforcer une offre touristique parfois insuffisante ou inexistante, et elles continueront de le faire là où nous en avons le plus besoin. En revanche, le développement de l'immobilier touristique ne doit pas se faire au détriment de la location à l'année et de l'économie productive. Aujourd'hui, dans certains territoires, la proportion des meublés de tourisme est telle qu'elle transforme en profondeur nos villes et modifie durablement les équilibres économiques et sociaux. Dans ma circonscription, les entreprises n'arrivent plus à recruter faute de logements disponibles à l'année. Des villages entiers se vident sous le poids des meublés de tourisme, perdent leur identité et se transforment en villages vacances.
Les députés ont voté une première fois en commission. Le texte que vous avez devant vous est donc déjà le fruit de débats et d'échanges nourris entre les pouvoirs et avec les acteurs concernés. Certains amendements ont d'ailleurs été votés contre l'avis du gouvernement pour aboutir au texte qui va être discuté ce jour, pour lequel de nombreux amendements ont été déposés depuis la tenue de la commission et vont être discutés ce jour. Je souhaite vivement que le débat qui s'ouvre soit constructif pour que vous parveniez à une loi efficace, proportionnée et adaptable aux différents enjeux des territoires. Qu'est-ce qu'une loi efficace, me direz-vous? Pour le sujet qui nous occupe, car je n'aurai pas la prétention de répondre de manière générale à cette question, c'est une loi qui porte un dispositif d'ensemble cohérent qui va permettre de lutter efficacement en limitant effectivement sur le terrain, voire en le bloquant, le développement de l'offre de location touristique. Ce texte, qui aborde la problématique du logement de manière très limitée, ne saurait résoudre ces difficultés qui résultent d'erreurs stratégiques du gouvernement. Nous avons besoin de mesures structurelles. En effet, la crise du logement exige des mesures d'urgence fortes et immédiates pour le secteur dans son ensemble. Il s'agit d'un enjeu crucial pour les Français, les collectivités territoriales et notre économie. Je me félicite à ce propos que les députés LR aient permis de lever la procédure de législation en commission et que nous puissions prendre le temps d'examiner cette proposition de loi en séance. En effet, considéré comme transpartisan, le texte ne l'est pas. Le débat sur ce sujet mérite d'être prolongé. C'est d'ailleurs 134 amendements au total qui ont été déposés par l'ensemble des groupes politiques. La réponse à la crise du logement, particulièrement en zone tendue, exige un juste équilibre. D'un côté, le maintien de l'activité touristique en secteur économique indispensable à l'attractivité, à l'emploi et à l'économie des territoires, et de l'autre, la nécessité de permettre à ceux qui y vivent et qui y travaillent d'y habiter de façon pérenne et dans des conditions acceptables. Ce texte, malgré les travaux de la Commission et la correction de certaines fragilités juridiques, n'est pas à la hauteur de cette exigence. Depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, aucune politique d'aménagement du territoire visant à desserrer la pression foncière dans les zones tendues n'a été entreprise. Alors, la proposition de loi portée par la majorité que nous examinons aujourd'hui prétend remédier à la crise du logement qu'elle a elle-même fabriquée. Plutôt qu'une remise en question profonde de votre stratégie, vous voulez faire porter la responsabilité de cette crise aux petits propriétaires. Vous voulez nous faire croire que la location saisonnière est à elle seule responsable de ce fiasco. C'est un mensonge. Vous prétendez avoir consulté largement. Nous constatons que ce sont avant tout vos amis élus de gauche dans les villes du littoral atlantique ou à Paris et le monde institutionnel qui ont contribué à la construction de cette loi. Le littoral méditerranéen, notamment languedocien, marqué par la spécificité des stations balnéaires comme dans ma circonscription dans l'Aude, a été méprisé. Vous êtes restés dans l'entre-soi en oubliant de consulter les citoyens français, les petits propriétaires, ceux qui seront directement pénalisés par la hausse de la fiscalité que vous leur préparez. Cette majorité se prétend libérale, mais ce texte n'est qu'un condensé de vieilles mesures socialistes imposant la multiplication de normes et une hausse des impôts pour seule réponse à la crise du logement. Après tout, il a été corrigé par le Parti socialiste avec l'appui du ministre du Logement lui-même ex-socialiste. La crise du logement est une bombe sociale à retardement. Airbnb menace d'allumer la mèche pendant que le gouvernement tient le briquet. Car oui, ceux qui ont largement profité de la crise du logement et de l'inaction coupable de l'État ces dernières années, ce sont bien les multipropriétaires et les plateformes comme Airbnb. Près de la moitié des logements en location sont possédés par 3,5% des ménages. En 2016, 300 000 logements étaient mis en location touristique de courte durée. En 2021, leur nombre a plus que doublé, passant à 800 000. À Saint-Malo, par exemple, le tiers des logements dans le centre-ville ancien a été placé sur le marché de la location touristique, entraînant une hausse de 40% du foncier. Pour les commerces de proximité, les résidents, impossible désormais de payer des loyers toujours plus exorbitants. Ils ont désormais fui les communes qui dépendent pourtant d'eux pour survivre. Ceci encouragé par nos finances publiques. Les politiques menées jusqu'ici ont refusé de réellement imposer le capital et ont multiplié les niches fiscales en faveur de la location touristique, jusqu'à 71% d'abattement fiscal. En 2021, Airbnb France affiche un chiffre d'affaires de près de 35 millions d'euros. Et devinez combien le groupe a payé en impôts sur les bénéfices cette année-là? Même pas 370 000 euros. Grâce à cet argent économisé, le groupe a aussi pu se payer le luxe de doubler ses dépenses de lobbying en l'espace de 10 ans. Pour Airbnb, c'est jackpot à tous les étages. Ce texte vient tard. C'est un bon premier pas. Les écologistes voteront évidemment en faveur de ce texte. Mais soyons lucides, c'est tard.
Et on est encore loin du compte quand il s'agit de droit au logement ou d'encadrement des meublés touristiques. Et je dois dire, et je dois m'attarder là-dessus, que je ne comprends pas l'attentisme et la pusillanimité du gouvernement sur le sujet. Comment expliquer que la majorité présidentielle ait tant tardé? La seule fois où vous avez agi sur le logement, et ça ne va pas vous plaire, c'était pour le vote d'une loi indigne qui criminalise les plus précaires, celles et ceux qui sont sans toit, un texte cruel et inutile. Comment expliquer également l'attentisme du gouvernement? Le logement subit une crise conjoncturelle et structurelle que certains qualifient de bombe à retardement. Et pourtant, on a attendu. Les retards du Conseil national de la refondation sur le logement ont été brocardés, mais le pire, ce n'est pas tellement le retard, c'est que ça débouche sur rien ou quasi rien. Il a fallu des années de combat, et je pense notamment au combat mené par la mairie de Paris, pour obtenir une première loi et des décrets d'application afin de limiter le nombre de jours de location à 120 jours, permettre aux maires de disposer des numéros des loueurs et mettre à l'amende les plateformes qui ne retirent pas les annonces dépourvues d'enregistrement. Ces mesures n'ont toutefois pas permis d'endiguer la prolifération des meublés de touristes dans les grandes agglomérations et dans les communes touristiques. Le lobbying féroce d'une certaine multinationale du numérique y est pour beaucoup. Il continue en effet de trouver des oreilles attentives, et peut-être qu'on le vérifiera ce soir d'ailleurs, des oreilles attentives dans les couloirs de Bercy ou dans les couloirs de l'Élysée. Et ce n'est pas parce qu'on est partenaire premium du Comité international olympique qu'on a tous les droits dans le pays qui va accueillir les Jeux olympiques. Le groupe Elliott exprime tout son soutien aux rapporteurs. Nous saluons leur détermination malgré les obstacles dans cette affaire. On le sait, l'inscription à l'ordre du jour de ce texte sur l'accès au logement pour les résidents permanents des territoires à forte attractivité touristique n'a pas été facile, il faut le dire. Nous nous en réjouissons d'autant plus qu'il s'agit des combats que nous menons, avec d'autres bien sûr, de la lignée notamment de la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de porter et qui a été adoptée en première lecture le 4 février 2022 face à la spéculation foncière immobilière que subit la Corse. On ne peut plus nier l'urgence de la situation qui dépasse de loin le territoire insulaire dont je suis issu, bien que la rapidité de l'aggravation y ait été plus forte et intense qu'ailleurs. À titre d'exemple, nous atteignons dans certains coins du littoral corse de 10 à 30 000 euros le mètre carré pour de luxueuses villas qui se vendent entre vacanciers fortunés d'année en année. Cette multiplication de résidences secondaires, certaines exploitées en meublé tourisme, d'autres pour villégiature, alimente une pression immobilière et une croissance exponentielle du foncier, en particulier sur les littoraux. L'une des mesures phares du texte, c'est l'obligation pour les propriétaires de meublés touristiques de réaliser un DPE, un diagnostic de performance énergétique, comme pour les logements classiques. À partir de 2025, la location des biens les moins performants sera interdite. Nous sommes évidemment opposés au DPE aussi bien pour l'imposition des DPE aussi bien pour la location longue durée que courte durée. Je crois que la majorité ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. C'est un vrai carnage sur le marché locatif, long terme et demain court terme. Et d'ailleurs, je ne comprends pas bien l'imposition de ces DPE dans des stations balnéaires comme chez moi dans l'Aude, station construite dans les années 60 avec le projet Racine. Un projet qui ne pourrait plus voir le jour aujourd'hui avec le ZAN et l'idéologie écologiste extrémiste. Allez expliquer pourquoi c'est un problème de louer un studio cabine à Gruissant ou à Leucate en plein été, une passoire thermique, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Donc à mon avis, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et pour ces DPE, pour vous illustrer le carnage annoncé de cette mesure absolument inique, vous avez un logement sur deux en Ile-de-France qui n'est plus louable d'ici quelques années sans travaux. Je vous laisse aussi imaginer le carnage sur les marchés tendus. Et d'ailleurs, le débat aujourd'hui, c'est les marchés tendus. Voilà, tout simplement. Donc c'est un amendement de suppression, un amendement de bon sens. Nous sommes contre l'écologie punitive qui va véritablement être un désastre pour les Français. C'est une mesure de dépossession immobilière et nous assumons cette opposition au Rassemblement national. Je vous remercie. Cette société, ce que nous constatons, c'est que sous l'épouvantail Airbnb, vous allez en fait saquer les propriétaires en France. Et vous le faites avec la complicité totalement assumée et objective des macronistes, puisque, comme l'avait dit très justement notre collègue Pauget dans une tribune de janvier 2022, le macronisme, une menace pour le droit de propriété. Et ça, c'était inscrit dans le rapport de M. Pisani qui souhaite déposséder les Français de leur propriété pour pouvoir créer en fait ce que les marxistes-léninistes n'ont jamais obtenu, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriétaires
en France qu'il y a une grande foncière d'État et en fait nous dépendrons in fine de cette foncière d'État. Que les choses soient claires pour ceux qui n'ont pas lu ou ceux qui ont mal lu notre article. Il s'agit ici uniquement de permettre aux maires, encore dans une logique de décentralisation, de mettre en œuvre, dans le cadre du changement d'usage, le DPE et la lutte contre les passoires thermiques. Les maires des villes que vous avez citées, des stations de ski, des stations balnéaires, ne seront pas obligés de mettre en œuvre ce changement d'usage-là. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour les points que vous avez cités. Il s'agit ici simplement de corriger un effet de bord sur la loi climat et résilience. La loi climat et résilience a été votée, les débats ont eu lieu, nous avons eu les débats en commission. Ce n'est pas le lieu ici de refaire l'histoire du calendrier. Je laisse ça au gouvernement. Nous disons juste qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit, si nous ne faisons rien, si nous ne bouchons pas le trou dans la raquette ou plutôt le trou dans la passoire thermique, les propriétaires qui ne souhaitent pas faire les travaux pour mettre en location leur appartement iront sur du meublé de tourisme et donc aggraveront l'attrition du logement longue durée. Nous le voyons tous, je le dis depuis tout à l'heure, j'ai cité un député de Sète, je cite d'autres territoires où nous voyons l'expansion massive des longues durées vers les courtes durées. Donc il s'agit juste ici d'un outil de régulation à la main des maires. Seuls les maires auront la décision de le prendre ou non. Je vais aller vite parce qu'effectivement, on voit bien le petit jeu de LR et du RN pour faire durer les débats et peut-être empêcher que ce texte soit voté. Sur la rénovation thermique, vraiment sur la rénovation thermique, le Front National fait toujours preuve de climato-scepticisme. Mais au-delà, il méprise la question sociale que ça représente parce que quand on ne fait pas la rénovation thermique ou quand on permet que des logements soient toujours loués via des passoires thermiques, soient toujours loués via des meublés touristiques, ça veut dire in fine que des personnes ont du mal à se chauffer ou ils consacrent une part excessive de leurs revenus. Ceux qui défendent les petits sont en train de les saborder, c'est tout. On a 1,6 million de passoires énergétiques. On a rénové l'an dernier 60 000 logements seulement en rénovation globale. Vous prévoyez seulement 200 000 rénovations globales. À ce rythme-là, comment on peut le tenir ? Et à un moment, quelle est la conséquence de tout ça ? C'est qu'on aura moins de logements offerts à la location, peu importe que ça soit de la courte durée ou pas de la courte durée. C'est ça la conséquence. Et si le calendrier n'est pas tenable, je ne parle même pas de la question du DPE. Le DPE aujourd'hui, on a un problème de fiabilité. Donc la question qui est là aujourd'hui, Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à modifier la donne en matière de DPE pour le rendre plus fiable? Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes prêt à modifier le calendrier pour qu'il soit tenable et qu'on puisse faire en sorte qu'on n'ait pas des sorties du parc locatif? Sinon, demain, ce seront les locataires en France qui seront perdants parce qu'il y aura moins de logements sur le marché. J'ai un ami qui a une résidence secondaire dans le Var. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'en ai un. Ah, ça ne plaît pas à la gauche, hein. Oh, quelle horreur, des riches. Squattons-le, squattons-le. Bon, donc j'ai un ami qui a une résidence secondaire dans le Var. Et alors, à partir de là, il la loue, il n'est pas là au mois d'août, il la loue en juillet à des saisonniers, parce qu'il se trouve qu'il a un copain restaurateur, il loue aux saisonniers. Il y a un problème de logement saisonnier que vous êtes incapable de résoudre par ailleurs. Il faudrait vous occuper de ça, mais non, vous faites autre chose. Bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Du coup, il ne va plus la louer, cette villa. Il ne va pas faire de rénovation, il ne va plus la louer. Donc vous allez encore, non seulement vous n'allez pas régler les déséquilibres du marché locatif en zone tendue, mais vous allez encore renforcer les problèmes de location de saisonniers dans les zones de vacances. Voilà, bravo, vous aurez tout gagné. Votre proposition vise toujours à plus de restrictions, à demander aux petits propriétaires toujours plus d'argent, et vos solutions que vous proposez, notamment par exemple ma prime rénov pour les propriétaires, ne permettent des rénovations que partielles, vous l'avez vu, qui n'augmentent pas le DPE, et à vouloir mettre un DPE sur des locations courte durée, vous allez évidemment encore réduire le nombre de locations. Je voudrais vous dire de quoi vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait de ne pas donner des outils à des élus locaux qui souhaitent réguler en leur nom, avec une délibération municipale votée au suffrage, des élus locaux, des représentants dont vous prétendez être les premiers défenseurs au titre de la décentralisation du logement. De quoi êtes-vous satisfait? Vous êtes satisfait de réduire les ambitions écologiques qui doivent être les nôtres. Pas les nôtres en tant que clan ou en tant que camp, mais celles que vous devriez défendre pour la sobriété énergétique, pour la performance énergétique et pour la neutralité carbone. Je suis atterré du niveau de basse idéologie du débat. On a en face, on explique des problèmes concrets, et on a en face des gens qui sautent comme des cabris sur leurs chaises en criant DPE, 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 et voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a. Tout d'abord, je voudrais répondre au collègue de Renaissance qui s'est présenté comme le chevalier blanc des élus locaux.
en réalité, vous les méprisez, vous les martyrisez. Parce que la loi climat et résilience, qui est le fondement du DPE, en réalité, fixe des contraintes extrêmement importantes, puisque ça aboutit à ce que l'on vote la loi ZAN. Et la loi ZAN, aujourd'hui, est une contrainte maximale pour les communes, puisque vous les avez privées, en fait, de la possibilité d'aménager leur territoire comme bon semble pour ces élus locaux. Donc arrêtez, s'il vous plaît, ce double langage. En réalité, vous n'aimez pas les élus locaux et vous ferez tout pour les triquer, voire les supprimer. Lors de cette séance, le Rassemblement national multiplie les prises de parole et les demandes de scrutin public. La stratégie est simple, ralentir les débats pour que la proposition de loi ne puisse pas être examinée. Le texte doit être adopté avant minuit, c'est la règle. À minuit, la séance est levée, mais la proposition de loi n'est pas adoptée. 2 mois plus tard, la proposition de loi est à nouveau à l'ordre du jour. Le 29 janvier, les députés reprennent l'examen du texte sur l'un des sujets les plus sensibles, la suppression de l'abattement fiscal pour les locations de meublés touristiques. Une mesure déjà votée dans le budget 2024, mais que le gouvernement ne veut pas appliquer. Nous continuons l'examen de ce texte important pour redonner de l'espace aux communes qui se battent pour l'habitat permanent, et nous abordons un article qui va faire débat dans le cadre d'une mission qui a été confiée notamment à nos collègues sur la fiscalité locative et qui va mener à un certain nombre de polémiques sur la fiscalité que nous regardons ici. Mais cet article contient un élément absolument fondamental que nul au fond ne peut vraiment contester. Pourquoi les pouvoirs publics inciterait-il, dans un monde où il y a une crise du logement, à louer plutôt des locations saisonnières de courte durée, parfois un jour à la suite 365 fois, plutôt qu'un logement permanent? Comment peut-on considérer, dans un monde où nous avons besoin de logements permanents pour les infirmiers, pour les soignants, pour les professeurs, pour l'ensemble des agents qui font tourner le pays du secteur public comme du secteur privé, comment peut-on considérer que l'État dirait « Oui, madame, monsieur, je vous encourage plutôt à louer un meublé de tourisme pendant 2 jours, autant de fois que vous le voulez, plutôt qu'un logement permanent ». C'est ce principe général que nous regardons ici et qui souffre des exceptions que nous allons examiner, que nous allons regarder en détail et qui mérite sans doute des ajustements qui seront aussi ceux de la mission qui a été confiée à notre collègue. S'il est légitime de chercher à préserver une vie économique locale pérenne en dehors du tourisme, et de permettre aux Français de se loger là où ils travaillent, il est regrettable, une fois de plus, que cela passe encore par la contrainte et la punition des propriétaires. Nous pensons que c'est justement l'accumulation des interdictions en tout genre, notamment de louer son bien, sauf à y entreprendre de coûteux travaux dits de performance énergétique, qui a découragé beaucoup de propriétaires de louer à l'année. Nous pensons aussi que ce sont les multiples obligations, dépenses et responsabilités mises à la charge des bailleurs, en premier lieu la lourde taxation des loyers, qui ont peu à peu fermé les perspectives de l'investissement locatif d'habitation. Peut-être qu'au lieu d'écraser la niche fiscale de la location de tourisme, serait-il plus porteur de desserrer les taux sur la location longue durée et de la rendre ainsi plus attractive? Cet article 3 comprend des mesures fiscales posant, vous l'avez compris, certaines difficultés. D'abord, il propose des solutions fiscales différentes de celles de la loi de finances pour 2024. Elle conduirait à une incohérence législative et brouillerait la lisibilité de la loi pour les particuliers comme pour les professionnels. Le rapporteur général lui-même a déposé un amendement de suppression, estimant à juste titre qu'il fallait attendre les conclusions de la mission d'information sur la fiscalité locative avant de prendre toute décision en la matière. Par ailleurs, nous déplorons la proposition de baisser tant le taux d'abattement fiscal que le plafond de chiffre d'affaires applicable aux revenus fonciers des meublés classés. Et je dis bien des meublés classés. En effet, elle n'incitera plus les propriétaires à faire classer leurs meublés. Elle affectera également les petits propriétaires ayant élaboré leur investissement en se basant sur ces abattements existants. Cet article, tel qu'il est proposé aujourd'hui, nous pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que ce sont des mesures fiscales extrêmement importantes qui sont envisagées et qui sont étudiées hors PLF, ce qui peut quand même nous interroger. Aucune étude à ce stade
n'existe par rapport aux avantages inconvénients qu'on aurait à toucher dans de telles proportions ces abattements, ni aucune étude d'impact budgétaire, social ou économique. C'est d'ailleurs pour cela que l'ancienne Première ministre nous a confié à la co-rapporteure Lemeur et à moi-même une mission sur cette question de la fiscalité locative, sur laquelle nous avons déjà bien entamé nos auditions et nous avançons. Je suis par ailleurs convaincue que ce que nous nous apprêtons à faire avec ce texte, pour ma part, ne remettra pas un seul mètre carré juste sur les mesures fiscales, sur le marché locatif de longue durée. Et pourrait même, sur certains territoires très touristiques, encourager à nouveau le développement de l'économie souterraine. Voilà, donc moi j'ai vraiment des réticences à prendre de telles mesures qui vont très loin sans qu'on ait évalué par ailleurs les impacts, notamment sur les territoires touristiques. Écoutez, nous on milite pour avantager la location longue durée. C'est, comme l'a dit le collègue Armand, c'est pas entendable en fait que les pouvoirs publics facilitent à ce point une législation, je vais l'appeler comme ça, pousse au crime. Aujourd'hui, la location saisonnière est plus rentable et moins imposée. Et l'ensemble, sur tous les bancs, des maires demandent un encadrement. Et donc moi, quand j'entends le Front National voler au secours de la multinationale et des gros, parce qu'en vrai, vous défendez un abattement qui bénéficie aux plus gros. Cet abattement, c'est 10, 12 000 par mois. En fait, vous n'êtes pas au soutien des petits, vous êtes au soutien d'un tsunami de disparition de logements pérennes sur le territoire. C'est en partie la faute de cette fiscalité. C'est en partie à cause de cette fiscalité qu'il est désormais extrêmement compliqué de se loger en famille dans le 3e arrondissement, évidemment à Paris, mais également à Saint-Nazaire, sur tout le littoral atlantique ou dans énormément de territoires. Et donc que j'entende désormais qu'on veuille protéger la lucrativité et la baisse d'impôts pour les classés touristiques, en fait, ça n'empêche pas de classer touristique. Simplement, on va réduire l'attrait, souffrer qu'on réduise l'attrait pour avantager la location longue durée. C'est ce que réclament la population et les maires, les élus locaux, sur tous les bancs. Il est grand temps qu'on le fasse et je ne comprends pas que le gouvernement aujourd'hui s'oppose à cette mesure. Il s'agit de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. C'est passé au projet de loi de finances, soutenu par le Sénat, soutenu ici. Quand c'est passé, le gouvernement a plaidé l'erreur matérielle, refuse d'appliquer la loi. Il est grand temps de supprimer la niche fiscale Airbnb. Nous, ce qui nous a guidés dans la rédaction de cet article 3, c'est de se dire qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'un propriétaire d'un meublé de tourisme ait un abattement de 71% jusqu'à 188 000 € de chiffre d'affaires. On ne parle pas d'un petit propriétaire quand on fait 188 000 € de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui justifie qu'un propriétaire, là on parle de meublé classé, qu'un propriétaire de meublé simple ait un abattement de 50% jusqu'à 77 000 €. Quand on fait 77 000 € de chiffre d'affaires, on n'est pas un petit propriétaire, ce n'est pas un petit complément de revenu, c'est un business. Alors que quand on a un propriétaire qui loue à une famille, qui vit à l'année, qui met ses enfants à l'école, qui fait vivre les services publics, qui fait vivre le service de proximité, qui permet la vitalité de nos communes, eh bien, il n'est que 30% d'abattement. La question que nous avons posée, c'est qu'est-ce qui justifie 50% d'abattement ou 71% d'abattement? Rien. Et si je mets ma casquette de libéral que je ne suis pas, et ça, vous pouvez vous en douter, on se retrouve dans une situation où on dit oui, mais si on enlève le 71% ou le 50%, ils vont arrêter parce que ça ne sera pas rentable. Mais excusez-moi, ça veut dire que de base, ce n'est pas rentable. Et puis, si on regarde un petit peu la réalité des chiffres, quelqu'un qui va louer, et c'est les chiffres approximatifs, c'est une fourchette, mais l'été, sur la côte atlantique, 1 000 € la semaine, excusez-moi, dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui, il ne va pas être en difficulté parce qu'il paye un petit peu plus d'impôts, parce qu'il participe à l'effort national pour faire fonctionner nos services publics, parce que l'impôt, il sert à ça derrière, à faire fonctionner les services publics, à faire tourner aussi l'économie de la commune dans laquelle il fait de la rentabilité. Donc c'est un vrai sujet d'équité sur la question fiscale. Pour répondre au Rassemblement national, vous avez voté contre le DPE, vous faites du DPE votre épouvantail en termes de logement, c'est à peu près la seule proposition que vous faites en termes de logement, revenir sur le DPE. Bon, certes, on a un petit peu l'habitude sur tous les rares textes logements que nous examinons ici, on a droit à la ritournelle du DPE. Mais, et à ma grande surprise, vous avez voté même contre l'article 2 qui donne des outils aux communes. Alors que vous voulez les défenseurs des petites communes. Et je ne vous ferai pas, comme j'ai fait en décembre, l'examen de ce qu'ont dit vos propres collègues du Rassemblement national, invitant le gouvernement à agir
contre la spéculation et contre Airbnb. Donc j'ai un petit peu du mal à vous suivre. Et puis pour vous rappeler sur la fiscalité, parce qu'effectivement vous ne défendez pas les petits propriétaires, parce qu'un chiffre qui est assez parlant, c'est que 50% du parc locatif est détenu par 3,5% des propriétaires. Donc non, le mythe du petit propriétaire n'existe pas, c'est bel et bien un mythe. Pour répondre à M. Vigier, vous nous dites d'attendre. Sauf que moi, quand on attend, je pense, et c'est l'exemple que je cite régulièrement, mais il est vrai, à l'infirmière de l'hôpital de Bayonne, à l'éboueur de l'agglomération Pays Basque, qui dorment dans leur voiture. La réalité, elle est ça. Pendant qu'on est en train de voir si on modifie un petit peu la fiscalité, si on va demander à des propriétaires de payer un peu plus d'impôts, les perdants, c'est ceux qui vivent dehors aujourd'hui. C'est ceux qui n'ont pas de toit. Donc effectivement, nos mesures fiscales vont créer un petit peu plus de fiscalité pour certains propriétaires. Mais elle va le permettre à certains, peut-être, de retrouver un toit et certains propriétaires de prendre conscience qu'aujourd'hui, leur fonctionnement déséquilibre les territoires. Et sur la question des stations de tourisme, je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler le vote du Sénat, du groupe LR au Sénat, qui a été encore plus dur que nous sur la fiscalité. Mais je ne vais pas revenir dessus. Je vais vous parler des stations de tourisme. Et je vous citerai l'exemple, encore une fois, Maïder Aostegui, maire Les Républicains de Biarritz, qui soutient notre amendement et qui serait même pour une suppression pure et simple de la niche fiscale. Parce que ces stations de tourisme, oui, elles vivent du tourisme, mais elles ont aussi des habitants. Elles ont aussi besoin de familles qui vont dans les écoles. On a l'exemple d'Andaï. Andaï, commune classée tourisme, qui voit chaque année des postes supprimés parce qu'il n'y a plus d'enfants, parce que une grande partie de leur parc immobilier est transformée en meublé de tourisme. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux équilibrer entre l'économie touristique et l'économie à l'année, ou tout miser sur l'économie touristique et transformer nos villages et nos villes en centres de vacances? Je ne le pense pas. Après, il y a une question aujourd'hui à avoir, effectivement, mais Anaïg reviendra tout à l'heure dessus, sur le classement commune touristique. Est-ce qu'on ne peut pas le décorréler de la question du meublé de tourisme? Et je pense fondamentalement, dans la mesure où nous avons fait des adaptations sur notre modèle fiscal, il sera toujours plus avantageux pour un propriétaire de classe C, car l'abattement sera certes réduit, mais le plafond sera plus avantageux pour un meublé classé que pour un meublé simple. Et si on prend le cœur du classement, ce n'est pas gagner plus et payer moins d'impôts. Le cœur du classement, c'est d'offrir une prestation de qualité. Qu'est-ce qui guide ces propriétaires? C'est faire de l'argent et avoir une défiscalisation, ou proposer, faire rayonner le territoire avec des appartements ou des maisons de bonne qualité. Moi, je pense qu'il faut encourager le classement, monter en gamme sur le classement des meublés de tourisme, mais arrêter de dire que si ils passent de 71 à 50 ou à 30% d'abattement, ils vont arrêter. C'est pas vrai, ils continueront à faire de l'argent. Ils continueront à avoir des bénéfices. Et pour les communes, je vous entends pas très bien, mais vous me parlez du classement des communes. Mais effectivement, les communes vont se poser la question, est-ce qu'elles gardent leur classement de communes de tourisme, et les dotations qui vont avec. Mais quand la commune perd des habitants à l'année, elle perd aussi de la dotation. Elle perd des services publics. Elle perd des postes à l'école. Elle perd des commerces. Donc ne misons pas tout le tourisme. Et je cite moi le premier, souvent l'exemple du Pays Basque, comme cœur de la crise. Et on pense que le Pays Basque vit du tourisme. Sauf que c'est 12% de l'économie de l'agglomération Pays Basque qui est misée sur le tourisme. Sauf que les effets négatifs, ils sont bien plus importants que le tourisme. Et je conclurai simplement sur un exemple. Depuis que nous avons commencé ce travail avec Anaïg, nous sommes saisis, comme d'autres l'ont cité, d'exemples de gens sur les territoires qui ne peuvent plus vivre. Je vais vous lire le témoignage de quelqu'un qui vit en Vallée d'Aspe. Ce n'est pas au Pays Basque. Avec ma compagne, nous sommes locataires d'une maison à Bedouce. Les propriétaires, c'est une résidence secondaire, veulent vendre la maison. Nous leur louons de septembre à juin, contraints car nous n'avons rien d'autre. L'été, ils la louent à des touristes. Alors, nous sommes obligés de vivre sous la tente avec nos 3 enfants. Ça fait déjà 3 étés que nous campons sous la tente de juin à septembre. Vivre sous la tente l'été entraîne des tensions, avec mon ex-compagne, qui voit cela d'un mauvais œil et menace de réduire mon temps de garde de mes 2 enfants. Voilà la réalité des territoires. Voilà la situation dans laquelle cet amendement, cette niche fiscale entraîne les gens. Alors oui, moi je préfère faire un peu de perdants, mais beaucoup de gagnants qui auront un toit sur la tête.
cet article 3 est sans doute le plus contestable selon nous de cette proposition de loi, qui vise, disons-le clairement, à accroître la fiscalité des petits propriétaires qui exercent à titre marginal l'activité de location saisonnière. L'alignement de la fiscalité des meublés de tourisme au régime microfoncier dans les zones tendues, ainsi que l'abaissement de l'abattement qui bénéficie aux meublés de tourisme représente une augmentation inacceptable de la fiscalité sur les classes moyennes. Prenons l'exemple d'un particulier loueur meublé non professionnel qui loue occasionnellement sa résidence principale. Pour un revenu foncier de 15 000 € par an avec une tranche marginale d'imposition à 30 %, cela représente une hausse d'impôt sur le revenu de près de 900 € par an. Nous refusons toute hausse de la fiscalité immobilière, notamment pour les plus modestes et les classes moyennes. L'immobilier qui est aujourd'hui l'actif le plus taxé en France face aux actifs financiers qui jouissent d'un privilège fiscal avec la flat tax instaurée par Emmanuel Macron en 2017 et sortie de l'ISF que vous avez supprimée. Je rappelle à titre accessoire que la fiscalité qui pèse sur le logement représente 92 milliards d'euros par an. Vous allez mettre en péril des équilibres économiques existants, la pérennité de plans de financement et fragiliser de petits propriétaires qui ont recours à cette activité de façon marginale, tout simplement pour pouvoir conserver leurs biens et assumer les charges en hausse constante. Depuis votre arrivée au pouvoir, la taxe foncière a effectivement explosé. Les factures d'énergie ne cessent d'augmenter, plus 44% en 2 ans, sans compter les 10% que nous allons prendre dans quelques jours. Les Français sont contraints de se sacrifier, de trouver des solutions alternatives pour faire face à cette hausse des charges inacceptable. Dans ma circonscription touristique de l'Aude, à Narbonne, les Audois recourent massivement à la location saisonnière de façon ponctuelle et raisonnée entre juin et septembre, tout simplement pour tirer d'indispensables revenus complémentaires. On ne lutte pas contre la crise du logement en augmentant les impôts des Français, mais le plus gros scandale de cette proposition de loi, chers collègues, c'est que pendant que vous allez augmenter les taxes et les impôts pour les petits propriétaires français, vous refusez de vous attaquer aux plateformes du numérique protégées par Emmanuel Macron, comme Airbnb, qui ne paie toujours pas ses impôts en France. On tabasse les petits, mais on protège les grands. Je vous remercie. Évidemment, je soutiens la réduction de la niche dite Airbnb et nous avons fait un premier pas dans le cadre du PLF. C'est-à-dire que je soutiens à plus forte raison l'industrialisation que font certains à partir de cette niche fiscale. Ils achètent des immeubles entiers, ils les transforment en location courte durée avec un impact très fort. C'est la raison pour laquelle je suis également à l'origine de l'amendement qui permet d'éviter la double déduction qui était autorisée jusqu'à présent sur les locations longue durée. Maintenant, moi, je me remets quand même à la sagesse de la mission qui a été donnée à la rapporteure Lemeur et à notre collègue Ferrari. Je pense qu'il y a eu déjà plusieurs versions. Donc moi, je suis absolument persuadé qu'il faut durcir et réduire cette niche et durcir la fiscalité. Je suis absolument persuadé. Mais attendons quand même le résultat de cette mission parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'étude d'impact. Alors je sais qu'on nous le sert suffisamment souvent pour que de temps en temps, je puisse avoir le plaisir de servir ce plat également. Mais si vous voulez, peut-être que vous n'allez pas assez loin, peut-être qu'il faut aller encore plus loin dans la réduction de cette niche. Peut-être qu'il faut, en fonction effectivement du classement d'un certain nombre qu'il faut changer le classement qui va se permettre de faire cette déduction supplémentaire. Donc voilà, la mission est lancée, elle donnera ses conclusions dans 2 mois, tout simplement, plutôt que d'avoir, maintenant on est déjà à la 4e version de cet amendement, plutôt que d'avoir un vote provisoire, puisque c'est un petit peu comme ça que je le comprends, je vous propose d'attendre les conclusions de cette mission et d'être capable d'être éclairé dans notre rôle de législateur. Je vous remercie. On doit agir parce qu'on est face à une fiscalité qui, pour l'instant, devient du non-sens. Tout le monde, en fait, se dit qu'il y a un impact, effectivement, au niveau des prix. Il y a une intensification de l'activité des meublés de tourisme. Il y a une attrition des résidences principales. Nous sommes sur une dévitalisation des cœurs de ville ou encore sur une augmentation des nuisances sonores dans les zones tendues. C'est le constat qui est partagé par tous. Et on se dit tous, il faut agir. Agir comment ? Là est la difficulté peut-être. Donc le régime qui s'applique aux locations de meublés comprend un avantage fiscal qui, selon moi, est disproportionné compte tenu de la situation critique en matière d'accès au logement dans laquelle nous sommes. C'est un abaissement fiscal qui est plus que nécessaire si nous voulons réguler en fait le marché locatif. Donc je reste effectivement convaincue qu'il est vraiment nécessaire d'agir. Alors chacun me dit mais pourquoi vous voulez le faire tout de suite étant donné que vous avez une mission. Donc effectivement c'était un petit peu ce qui était convenu avec Madame la Première ministre, c'est de faire les deux en même temps. Donc c'est vrai que d'avoir cette mission et d'avoir en même temps
la proposition de loi permettait en fait d'amener les débats aussi au sein de l'Assemblée nationale, ne pas faire une mission séparée du discours qu'on peut avoir et des débats qu'on peut porter avec vous. Donc moi je tiens à ce qu'on puisse débattre, accepter les amendements de suppression, c'était aussi renier les débats et donc c'était un peu un moment de discussion et peut-être de faire un point avec vous sur les avancées de nos réflexions. L'une des réflexions que vous avez voulu porter à nous notamment et qu'on partage au sein de la mission, c'est sur les spécificités des communes touristiques ou des stations de tourisme. Donc c'est une discussion que nous portons effectivement, parce que comment expliquer que demain, si nous enlevons en fait cette possibilité d'être classés derrière par rebond, si nous avons moins de logements classés, nous risquons de perdre aussi un label qui est intéressant pour ces communes. Ça, c'est un enchaînement que nous évaluons effectivement. Moi, ce que je propose derrière, et j'en ai parlé avec ma co-rapporteure de la mission, c'est peut-être que sur la notion de station de tourisme, nous puissions avoir un moratoire, un statu quo pendant quelques temps pour laisser en fait aux communes de tourisme ce label. Cependant, je pense qu'il faut quand même agir au niveau de la fiscalité des particuliers. L'un n'empêchera pas l'autre, mais ne pas adosser l'un à l'autre, ne pas en fait faire que on ne fait rien du coup pour les zones telles que ont cité mon co-rapporteur, comme Biarritz, comme toute la zone littorale qui demande en fait cette évolution au niveau de la fiscalité pour le particulier et qui des fois sont prêts même certains à dire bon ben tant pis on sera peut-être plus classé. On trouve aussi ça dommage, moi je le trouve aussi sincèrement, de se dire que derrière si elles sont plus classées c'est quand même dommageable pour elles aussi. Donc peut-être séparer les deux réflexions complètement et se dire d'un côté on va proposer un moratoire pour laisser le temps et donc elles resteront classées, je ne sais pas ce moratoire comment on peut l'estimer, peut-être sur 10 ans on laisse le statut de classement à ces communes. Par contre ne pas agir sur la fiscalité locative, pour moi, c'est complètement un non-sens par rapport aux demandes. Face aux difficultés qu'ont nos citoyens actuellement à se loger, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Ce sont des demandes qui viennent de nos territoires, des salariés, des étudiants, des saisonniers, mais aussi des communes, des maires. Nous avons quand même pu voir l'ensemble des maires quasiment au niveau du territoire, tous en attente de nous, en fait, qu'on change la fiscalité. Évidemment, je comprends que la mission peut paraître incongrue à ce moment-là, mais au contraire, elle vient pour abonder, pour venir enrichir ce texte et non pas pour s'y opposer ou pour s'y substituer. Donc notre texte, il était inscrit depuis avril 2023. La mission nous a été confiée en novembre 2023, faute d'avoir des études d'impact suffisantes. Je tiens quand même à le dire, on n'avait pas d'études d'impact suffisantes qui nous permettaient d'aboutir sur le bon chiffre. Le bon chiffre, je ne dis pas qu'aujourd'hui on l'a, je ne dis pas, seulement la volonté on l'a. La volonté d'équilibre, la volonté de justice pour les citoyens, celle-là on la partage tous. Quand on donne un avantage fiscal, c'est généralement quand le législateur consent à donner un avantage fiscal, une ristourne fiscale, un abattement fiscal, il le fait parce qu'il y a un objectif sociétal derrière. Et il fut un temps, le législateur a décidé de donner un avantage fiscal à celles et ceux qui voulaient louer en touristique parce qu'on manquait d'offres de tourisme, parce qu'il n'y avait pas d'offres hôtelières et parce que la France voulait développer son offre touristique. Et à l'époque, ça se comprenait très bien. Mais depuis ces années, les choses ont un petit peu changé. Et on se retrouve avec des communes qui aujourd'hui n'ont plus d'offres locatives traditionnelles et ont totalement une offre de location saisonnière. Et ça touche des maires de gauche, de droite. Ce n'est pas une histoire de couleur politique, de libéraux contre pas libéraux. Le maire de Saint-Malo est de droite. Pour autant, à Saint-Malo, il dit qu'il n'y a plus aucune offre locative traditionnelle parce que tout a été remplacé par une offre locative saisonnière. Et dans ce contexte de tension et de substitution potentielle entre le locatif traditionnel et le locatif touristique, se pose la question de est-ce qu'on maintient un avantage fiscal comme ça? Et moi, je ne sais pas expliquer qu'on donne un avantage fiscal à 70% sur du meublé de tourisme dans des communes où il n'y a plus aucun logement traditionnel. Je ne sais pas l'expliquer et quand des députés de notre commission, venus de Bretagne, du Pays Basque, des zones côtières, des zones touristiques, viennent nous voir et disent « je ne sais pas expliquer que l'État continue de donner 70% d'abattement sur une offre touristique alors qu'on n'a plus aucun logement traditionnel ». Cela accroît la substitution potentielle, ça n'a plus aucune justification sociétale et ce qui a été fait il fut un temps par le législateur ne se justifie plus aujourd'hui. Ce problème a été soulevé par Annaïg Le Meur, par Iñaki Etxaniz depuis avril 2023.
Ils se sont battus pour mettre cette proposition de loi. On s'est battus ensemble pour le mettre à l'ordre du jour. Je pense que beaucoup d'obstacles ont été franchis. Et on a à chaque fois eu d'ailleurs des personnes qui ne voulaient pas nous donner les chiffres, y compris dans les administrations, en disant c'est compliqué, attendons, voyons plus tard, etc. Et à un moment, il faut agir. On ne peut pas continuer toujours à botter en touche sur le lendemain en disant c'est très bien, vous avez raison, mais on verra demain. Et moi, j'imagine pas qu'on sorte de l'examen de ce texte, Madame la Présidente, en se disant il n'y a pas d'article fiscal. Je comprends bien sûr la position du rapporteur général du budget. À sa place, j'aurais eu probablement la même position qui est de dire pas de fiscal en dehors de la loi de finances. Mais la réalité, c'est que sortir de ce sujet-là sans aucune action fiscale, sans aucun rééquilibrage, ce serait, je crois, dommage parce qu'il y a une vraie attente des territoires et ça fait des mois qu'elle est attendue. Maintenant, il y a une mission qui est en cours avec Madame Ferrari, avec Madame la rapporteure. J'espère que le gouvernement sera en forme de sagesse en attendant les conclusions de la mission. Je rappellerai à ceux qui hésitent que là, ça n'est que le début, la première lecture. Il y aura une première lecture au Sénat, il y aura une CMP et le gouvernement a toute l'attitude d'attendre la lecture au Sénat et d'attendre la CMP pour inclure les résultats de la mission de Madame Ferrari et Madame Le Meur. Et donc là, moi, je pense qu'il faut rejeter ces amendements de suppression, envoyer un signal que nous souhaitons rééquilibrer la fiscalité entre le meublé tourisme et le meublé traditionnel, laisser la mission se faire et Madame la Ministre, vous convoquerez la CMP et l'accord entre députés et sénateurs quand vous aurez atterri sur la solution la plus fine. C'est une solution d'attente, je crois que nous devons y aller. Nous ne pouvons pas rester dans le statu quo, surtout vu la souffrance dans les territoires que nous observons. C'est une mesure d'égalité, c'est une mesure de bon sens. Merci. Madame la Présidente, effectivement, ça a été rappelé par les rapporteurs, il y a une mission qui est en cours et qui a été confiée aux députés, Anaïg Le Meur et Marina Ferrari, qui a pour objectif d'étudier les évolutions de la fiscalité de la location de courte et de longue durée afin de favoriser la mise à disposition de logements à loyer abordable à titre de résidence principale dans les territoires où ils sont nécessaires. Dans ce contexte, nous considérons qu'il serait plutôt souhaitable d'attendre les conclusions de cette mission en avril prochain avant d'adopter les évolutions de la fiscalité locative. Néanmoins, le gouvernement partage l'objectif de la réforme de fiscalité relative à la location saisonnière poursuivie par l'article 3 de cette proposition de loi. Et nous avons ainsi fait adopter en première lecture de la loi de finances pour 2024 un dispositif dont l'objectif est similaire à celui de l'article 3, même s'il est légèrement différent. Il aligne donc les conditions d'application du régime de simplification micro-BIC applicable à la location de locaux classés meublés de tourisme sur celui de la location de locaux meublés classiques. Il instaure en complément un dispositif incitatif au maintien et au développement d'une offre de locaux classés meublés de tourisme dans les territoires en déficit d'offres touristiques non concernés donc par les problèmes d'attrition de résidence principale qui a été évoqué à l'instant par le président Kasbarian. Pour toutes ces raisons, le gouvernement va donc donner un avis de sagesse sur l'article 3 et sur l'ensemble des amendements qui ont été déposés à cet article. Je vous remercie. On a plutôt l'impression d'une politique fiscale un petit peu de gribouille. Il y a eu le PLF qui a modifié substantiellement l'abattement fiscal pour les loueurs de meublés classés. Aujourd'hui, nous avons une PPL qui certes chemine depuis un certain temps et en même temps, il y a la mission Ferrari-Le Meur qui justement doit traiter de ces questions fiscales. Et ce qui me semble indispensable, et moi j'entends certains collègues qui, dans des zones urbaines et touristiques à la fois, rencontrent pour leurs concitoyens des difficultés de logement majeures, je ne mets pas en doute leurs paroles, mais il y a aussi d'autres territoires en France et on doit avoir des politiques du logement qui nécessitent justement ces accompagnements fiscaux parce que ces territoires ont été bâtis autour du tourisme. Et l'article 2, si, chers collègues, quand vous êtes à Val Thorens, c'est bâti autour du tourisme. Vous avez beau à hocher de la tête, c'est ainsi. Et l'article 2 sur les zonages de servitude d'habitation permanente répondra à une bonne partie de la problématique. Et puis, on peut peut-être voir comment fiscalement contraindre. Tout à l'heure, notre collègue Etchanis disait que plus de 50% des résidences secondaires sont détenues par 3,5% de personnes. Eh bien, essayons plutôt de viser ceci en priorité que certains petits investisseurs qui, dans l'équilibre de leur projet immobilier, ont intégré cet abattement. Et je rajouterai
pour conclure que si l'avantage fiscal diminue trop, et je trouve que c'est le cas dans ce texte, eh bien on risque d'avoir des locations parallèles, des locations au marché noir, comme on le dit. Monsieur Falcon. Pour répondre au rapporteur général du budget, juste, effectivement, nous n'avons pas eu d'étude d'impact. C'est pas faute d'en avoir demandé, et je rapporte ce texte avec une membre de la majorité. Et vous, en qualité de rapporteur général du budget, vous auriez très bien pu, comme l'a fait ma collègue Valérie Rabault en un temps, aller à Bercy, demander les chiffres, et vous ne l'avez pas fait. Alors que c'est pas faute. Et j'étais à quelques centimètres de vous en juin 2022, quand j'ai interpellé Bruno Le Maire sur la fiscalité des meublés de tourisme. 2022-2024, 2 ans. Je pense que les services de Bercy auraient pu produire quelque chose. Donc je vous invite, monsieur le rapporteur général du budget, de venir avec vous, demain ou après-demain à Bercy, aller chercher les chiffres pour avoir la réalité des choses, et ça pourra alimenter la mission d'Anaïg Le Meur et de Marina Ferrari, qui trouvent les mêmes difficultés à avoir ces chiffres de Bercy. Donc est-ce que Bruno Le Maire n'a pas envie de les donner, ou est-ce qu'il y a une autre raison? On peut aller demain, tous les 4, voir Bruno Le Maire et lui demander les chiffres. Le texte prévoit également de permettre aux élus de mieux réglementer l'implantation des meublés touristiques. Il oblige par ailleurs les propriétaires qui veulent louer leurs biens de manière temporaire à informer le syndic de copropriété. Finalement, la proposition de loi est adoptée à 100 voix pour et 25 contre. Je mets aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 128, exprimé 125, majorité 63, pour 100, contre 25. L'Assemblée nationale a adopté. Allez-y. Madame Le Meur, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Effectivement, pour revenir un peu à l'origine de cette proposition de loi, la première origine, ce sont les citoyens. Des citoyens qui n'arrivent plus à se loger et qui nous disaient « c'est trop cher, on n'y arrive plus ». Ensuite, c'était des entreprises qui me disent « on a volonté à recruter, nous avons la capacité de le faire, cependant, on n'a pas de logement ». Et à la fin, c'était des maires qui n'avaient pas les moyens de réguler, parce que derrière, ils me disaient « il y a trop de recours ». Ces 3 niveaux, actuellement, sont satisfaits. Et je pense que derrière, ils sont réjouis d'avoir vu que nous avons pu voter cette proposition de loi qui va leur simplifier leur quotidien. C'est une méthode aussi, une méthode transpartisane, comme on l'a pu le souligner à tout moment, avec nos collègues de tous les bancs, pour pouvoir aboutir à une volonté territoriale. Tous les territoires ont été concernés. Nous avons pu les visiter. Nous sommes allés sur place avec le président de la commission. Nous sommes allés les voir les disparités, les différences des territoires. Effectivement, tout n'a peut-être pas été mis en place. Cependant, c'est un premier pas. Parce que ne rien faire, moi qui suis kiné, ne rien faire, c'est la pire des choses. Au bout d'un moment, il fallait agir, avoir de l'action, avoir la volonté d'y aller. Et je pense qu'on a fait preuve d'audace que d'y aller. Et oui, nous avons fait preuve de cette audace pour pouvoir oser proposer des choses et avancer pour nos territoires. Je voulais tout de même remercier mes collaborateurs, les administrateurs, mes collègues et toutes les personnes qui ont contribué à ce texte, les cabinets ministériels aussi qui ont toujours été à nos côtés, pour avoir en fait une solution qui, pour moi, permet des règles pour tous, les mêmes, des outils pour tous, les mêmes, et une fiscalité plus juste. Merci à vous tous. Je vous remercie. Monsieur Chaniz, allez-y. Merci Madame la Présidente. À mon tour de passer aux remerciements, je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs et notamment Daniel qui nous a accompagnés sur la longue durée sur ce texte. Remercier nos collaborateurs personnels et remercier surtout l'ensemble des députés qui ont participé à ce travail, parce qu'effectivement, avec Anaïg, nous avons été rapporteurs, mais nous avons été soutenus par des groupes différents, des oppositions de la majorité. Je pense à Julien Bayou, je pense à François Picmal et William Martinet, à monsieur Stéphane Peu, mais aussi à Jean-Félix Acquaviva et bien sûr à Stéphane Delautrette et l'ensemble du groupe socialiste. Monsieur Armand au nom du groupe Renaissance, avec certaines difficultés avec le MoDem, mais nous avons réussi à dialoguer et aller de l'avant. Je regrette le sectarisme et l'opportunisme du Rassemblement national, mais c'est une habitude chez eux.
Et je pense surtout à l'ensemble de nos concitoyens qui espèrent, qui ont cru, qui nous ont sollicité sur ce sujet-là et qui vont pouvoir avoir un peu plus d'espoir pour pouvoir se loger sur leur territoire. Je pense aux maires, je pense à Jean-René Etchegaray, président de l'agglomération Pays Basque, je pense à La Rochelle, je pense à Saint-Malo, à tous ces maires qui nous ont accompagnés tout du long de ce texte pour le co-construire avec les élus locaux. Et les députés aussi, je l'ai dit, monsieur Falorni. Et remercier aussi et surtout l'ensemble des associations de la société civile qui se mobilise, notamment l'association ALDA au Pays Basque qui vient en aide tous les jours aux locataires en difficulté et qui œuvre pour un logement digne et durable. Aujourd'hui, c'est une première pierre sur la lutte contre la spéculation immobilière et pour l'habitat durable et digne sur l'ensemble de nos territoires. C'est une première pierre qu'il va falloir continuer de construire. Je fais de mes voeux l'arrivée prochaine d'un ministre du logement plein et entier, d'un grand projet de loi sur le logement. Nous allons faire des propositions, nous, groupe socialiste, sur l'encadrement des loyers, sur la lutte contre la spéculation immobilière et surtout pour permettre d'apaiser, et ça a été un des retours qui a été fait durant l'examen, d'apaiser les relations propriétaires et locataires. Nous allons mettre au débat dans notre niche en février prochain et porté par mon collègue Stéphane Delotrette, la garantie universelle des loyers et j'espère retrouver un consensus sur ce sujet. Merci beaucoup et à très bientôt. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat et continuer son parcours législatif. Merci d'avoir suivi ce numéro des Grands Débats. À bientôt sur LCP.